Charleroi, en Belgique. Le 8 août 1956, un incendie fait 262 morts. Le site est inscrit en 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO lors de la 36e session du Comité du patrimoine mondial avec 3 autres charbonnages de Wallonie, comme site minier majeur de Wallonie. Les origines du charbonnage remontent au 30 septembre 1822, lorsque la concession hier fut accordée par arrêté royal à une certaine Eulalie d'Esmenay de Biesme, née Propédin. Ladite Eulalie avait hérité du baron Jean-Baptiste de Casier, entre autres choses, de deux bois, nommés respectivement Bonbois et Hublabu, situés sur la commune de Marcinelle, ainsi que la houille qu'ils pouvaient contenir. Ce dernier, mort sans descendance en 1812, avait légué ses biens à Madame d'Esmenay, famille par alliance, et un neveu, René Albert de Casier. Ils se partagèrent l'héritage par un acte notarié daté du 1er mai 1813. Les bois prirent le nom de bois de Casier, en souvenir du baron. C'est peut-être à la suite d'une erreur de transcription, que de Casier devint du Casier. La concession, pourtant bénéficiaire, fut abandonnée en 1898, en raison de nombreux dégagements de grisou. Elle fut rachetée par les charbonnages d'Amercœur, et exploitée par la Société anonyme du charbonnage du bois du Casier. On y creusa 2 puits au début du XIXe siècle. Un 3e puits à 1175 mètres, dit Fort Alki, était en cours de creusement lors de la catastrophe de 1956. L'exploitation reprit 8 mois après le drame. La société fut mise en liquidation en janvier 1961. Mais la fermeture définitive n'intervint qu'en décembre 1967. Le 8 août 1956, ce charbonnage fut le théâtre de la plus importante catastrophe minière en Belgique causée par un incendie, avec 262 victimes, dont 136 Italiens, 95 Belges, puis Polonais, 6 Grecs, 5 Allemands, 3 Hongrois, 3 Algériens, 2 Français, 1 Britannique, 1 Néerlandais, 1 Russe et 1 Ukrainien, sur les 274 hommes présents dans la mine. Le drame a un impact considérable en particulier, pour la communauté italienne. Les mineurs calabrais étaient souvent engagés par villages entiers, et les veuves sont ainsi nombreuses dans certaines régions du sud de l'Italie. C'est toutefois la région des Abruzzes, qui sera la plus lourdement endeuillée, et tout particulièrement Menopello, avec 22 victimes pour ce seul village. De plus, l'Italie venait à peine de sortir d'une autre catastrophe, le naufrage du transatlantique Andrea Doria. Le puits Saint-Charles de la Sade et charbonnage du bois du Casier était une concession de plus de 875 hectares sous Marcinelle, Couillet, Le Vervel et Gerpine. L'entreprise occupait alors 700 travailleurs de fond et de surface. L'extraction du charbon se répartissant en 3 pauses journalières. À l'époque, l'Italie échange de la main-d'œuvre contre du charbon. En 1956, sur un total de 142 000 mineurs, 44 000 Italiens travaillent dans les mines de Belgique, constituant à eux seuls plus de 30% des mineurs du pays, et plus de 50% de ceux de la région de Charleroi actuellement. La mine est un musée consacré à la catastrophe, ainsi qu'à l'histoire de la région à travers la révolution industrielle et, bien sûr, au charbonnage en général. En 1956, la situation des puits était fort complexe. Le puits NDOGI, le puits accidenté, avait 3,16 mètres de diamètre entre la surface et 990 mètres. Sous 990 mètres, il avait 4,16 mètres de diamètre. Sa profondeur totale était de 1175 mètres, mais dans ce puits la cage n'allait pas plus bas que l'étage 975 mètres. Ce puits était bouché à 1020 mètres par une placuve, car ce puits était en défoncement. Sous le niveau de 1020 mètres, ce puits était desservi par un treuil de Raval. Ce puits d'entrée d'air servait pour l'extraction des étages 765 et 975 mètres. Le puits NDOGI était rectangulaire entre la surface et 280 mètres, elliptique entre 280 et 390 mètres et circulaire sous ce niveau avec un diamètre moyen de 3,26 mètres. Sa profondeur totale était d'environ 1050 mètres, 1035 mètres plus la profondeur du Bougnou. Ce puits de retour d'air assurait l'extraction de l'étage 1035 mètres. Le puits NDOGI, puis Fort Alki, était en cours de creusement lors de la catastrophe de 1956. Il avait un diamètre de 5 mètres, et était prévu pour une profondeur de 1175 mètres.
Le 8 août 1956, il avait atteint le profondeur de 879,3 mètres. Il était desservi par un CUFA de 1250 litres. Ce CUFA était actionné par une machine à vapeur au moyen de câbles plats. Le CUFA était guidé par des câbles ronds. Il existait deux galeries de communication entre ce puits et les anciens puits, une à l'étage 765 mètres, et une à l'étage 835 mètres. Mais ces communications avaient été bouchées pour des raisons de sécurité. La journée du 8 août commence par la pause du matin à 7h. De 7h à 7h45, le personnel a descendu par les deux puits. Vers 7h45, tous les ouvriers sont au fond, et on configure les ascenseurs en mode extraction en enlevant les barrières de sécurité obligatoires, quand les cages transportent du personnel. De 7h45 à 7h56, par le puits d'extraction, Antonio Iannetta, à l'étage 975 mètres, et Oscar Mauroy, en surface, charge et décharge les wagonnets dans les cages. Peu avant 7h56, Mauroy informe par téléphone Gaston Vosor, l'adjoint de Iannetta, qu'ils doivent laisser le dernier étage de la cage vide. En effet, cette cage, en remontant, doit reprendre du personnel attardé à l'étage 835 mètres. À 7h56, la dernière cage chargée par Iannetta de 7 wagonnets part vers la surface. À 7h57, cette cage s'arrête à l'étage 835 mètres, et les 3 ouvriers attardés y prennent place. À 8h, cette cage arrive à la surface. Pendant ce laps de temps, 7h57, 8h, il s'est passé 3 choses. L'autre cage est partie de la surface, et est arrivée à 975 mètres. Mauroy a reçu un appel de l'étage 765 mètres. À cet étage, Alphonse Caillard a besoin de 2 cages car il a des wagonnets pleins à charger. Iannetta, qui n'a plus de wagonnets à charger, a quitté son poste de travail, et est parti à la recherche d'autres wagonnets pleins. Par contre, son adjoint Vosor est resté sur place. À 8h, à l'étage 975 mètres, Vosor, par le signal convenu de 3 coups de sonnette, prévient Mauroy que n'ont plus rien à charger, ils n'ont plus besoin des cages. À 8h, en surface, Mauroy fait sortir les 3 ouvriers de la cage qui vient d'arriver, décharge les 7 wagonnets pleins. Mais Mauroy fait aussi autre chose, il change l'affectation des cages. Jusqu'à présent il avait travaillé exclusivement avec l'étage 975 mètres, à partir de cet instant il travaillera exclusivement avec l'étage 765 mètres. Mais il doit impérativement prévenir Vosor de ce changement, c'est ce qu'il fait par téléphone. Mauroy et Vosor prennent un accord prévu par les protocoles de travail, mais qui par la suite se révélera fatal. L'accord est le suivant: pour 2 voyages les cages seront libres. Cet accord implique plusieurs choses. Que Mauroy travaillera exclusivement avec l'étage 765 mètres. Que Mauroy peut démarrer les cages sans attendre le signal permissif de l'étage 975 mètres. Que, jusqu'à nouvel ordre, l'étage 975 mètres ne pourra plus charger la cage qui se présentera à eux. Au cours de cet accord, Vosor a signalé à Mauroy qu'il quittera son poste de travail, et qu'il reprendra contact par téléphone dès son retour. À 8h01:40, Mauroy sonne le départ de la cage de surface. Pour la facilité de la discussion, nous appellerons cette cage A et l'autre B. À 8h04, la cage A arrive chez Caillard en descendant. La cage B a remonté dans le puits, et s'est retrouvée à l'arrêt vers 350 mètres. À 8h07, Caillard a terminé son chargement, et sonne le départ de la cage A vers la surface. Pendant la remontée de cette cage il se passe 3 choses. Iannetta est revenu à son poste de travail. Des wagonnets pleins sont arrivés à l'étage 975 mètres. La cage B redescend vers l'étage 975 mètres. À 8h10, la cage A arrive en surface. Immanquablement la cage B arrive à 975 mètres. À partir de cet instant les 2 témoignages de Mauroy et Iannetta divergent complètement. Selon Iannetta, celui-ci demande à Vosor s'il pouvait encager, et Vosor lui aurait répondu que oui. Selon Mauroy, Vosor était toujours absent, et par conséquent il ne pouvait, ni autoriser Iannetta à encager, ni le prévenir qu'il ne pouvait plus charger la cage. Aucune de ces 2 versions n'est totalement satisfaisante. Quant à Vosor, il sera retrouvé mort et ne pourra rien confirmer. Mais quelle que soit la version, le travail continue. À l'étage 975 mètres, Iannetta commence le chargement de l'ascenseur,
B. Mais l'encagement se passe mal, le système de sécurité qui bloque le wagonnet pendant les translations des cages fait défaut. Ce système aurait dû se retirer complètement, pour laisser sortir le wagonnet vide. Mais ce n'est pas le cas, et les deux wagonnets, un plein et un vide, se retrouvent bloqués et dépassant de chaque côté du compartiment de la cage. Pour Vianetta, la situation est fastidieuse mais pas dangereuse. Lui est dans son mode de chargement habituel, il est certain que la cage ne partira pas sans son signal de départ. En surface, Mauroy ignore totalement la situation de l'étage 975 mètres. Mauroy est en mocage libre, et fera partir la cage de surface, la cage A, dès que lui aura fini de décharger. À 8h11, Mauroy a terminé son déchargement, et sonne le départ de la cage A, ce qui inévitablement entraîne le départ de la cage B. Cette cage B avec ses deux chariots dépassant de chaque côte, remonte brusquement. En remontant, les deux chariots arrachent une poutre métallique, qui sectionne deux câbles électriques à haute tension, 525 volts, le câble du téléphone, une conduite d'huile sous pression, et une tuyauterie d'air comprimé. L'arc électrique enflamme l'huile sous pression pulvérisée, jaillissant de la canalisation éventrée, et les boiseries prennent feu instantanément. Cet incident survenant dans le puits d'entrée d'air, la fumée toxique se propage rapidement dans toute la mine, où des hommes sont enfouis jusqu'à 1035 mètres sous terre. Le feu ne se propage pas dans les tailles. Par contre, son action, limitée aux abords des puits, est déterminante. Une fois le second puits atteint par les flammes, les secours restaient bloqués en surface. L'alerte est donnée à 8h25, par Antonio Vianetta lui-même, remonté par le second puits. Toutefois, la surface avait compris en temps réel, c'est-à-dire à 8h10, que quelque chose de grave s'était produit à l'étage 975, car la machine d'extraction s'était bloquée. Le surveillant de surface Gilson avait couru annoncer un cassage de fosse à l'ingénieur Calici. La cage suivante remonte à la surface, Philippe de Tobel, Bouveleur à 1035, René Albert, Robert Barbieux, Carlo Fontaine, Honorato Pascarelli et Attilio Zanin. Le départ de la cage tardant, un septième homme, Marceau Caillard, était redescendu pour redemander le départ de la cage remonta sans lui. Cette cage de la dernière chance, arrive en surface entre 8h30 et 8h35. Vers 8h35, Vauquelin et Maton sont prêts à descendre, mais le frein de secours s'est mis en sécurité par manque de pression d'air comprimé. Quand ils arrivent à descendre, sans appareil respiratoire, ils arrivent sous le niveau 835 mètres, mais doivent renoncer à cause de fumée. Vers 8h35, pendant un quart d'heure, les premières fumées sortent par le puits d'extraction. À 8h35, Calici prévient la centrale de secours, et leur demande de se tenir prêts en cas de besoin. À 8h48, Calici demande l'intervention de la centrale de secours. À 8h58, 3 sauveteurs sont sur place. Vauquelin et un sauveteur muni de respirateurs dragés font une seconde tentative, ils arrivent à 1035 mètres, mais ne parviennent pas à sortir de la cage. Ils entendent des gémissements, mais l'opérateur, Marceau Caillard, ne répond pas à leurs appels, probablement déjà inconscient. À 9h10, l'incendie se communique au puits d'aérage, qui devient à son tour inutilisable. Les câbles de ces cages cèdent l'un après l'autre, le premier vers 9h30, le second vers 10h15, et les deux cages tombèrent dans le puits vers 9h30, par le puits en construction, sans équipement, deux personnes tentent vainement de se frayer un chemin dans un tunnel latéral. Le trou d'homme n'est élargi que 4h30 plus tard, pour découvrir les premiers cadavres. Vers cette même heure, 9h30, les responsables présents décident d'arrêter le ventilateur de surface. À 10h, sur le diagramme décordé, apparaît le début de la manœuvre de la séparation des cages du puits 1. À 12h, apparaît la première tentative de descente dans le puits 1, qui s'arrête à 170 mètres de profondeur à cause de la chaleur. Vers 14h, on décide de remettre la ventilation en marche. Vers 15h, une expédition de 3 hommes, Calici, Galvan et un sauveteur, atteint l'étage 715 mètres, et découvre 3 survivants abrités sous un wagonnet. Les 3 derniers rescapés seront découverts ensuite, par une autre équipe. Les secours parviennent à sauver quelques vies, le jour même, et poursuivent leurs efforts pendant 2 semaines. Le 23 août 1956 à 3h, les sauveteurs déclarent en remontant tutti cadavri, tout mort. Les sauveteurs de la centrale de Frameries
créés en 1905 au charbonnage du Grand Trait, ont participé aux opérations de sauvetage. Seule une dizaine de mineurs ont survécu à la tragédie. L'immigration italienne s'en ressent, et la réglementation de la sécurité du travail est renforcée, tant au niveau belge qu'européen. La catastrophe a ouvert les yeux de la population belge sur les conditions de vie des immigrés italiens, littéralement parqués au pied des terrils, dans des baraquements hérités de la Seconde Guerre mondiale. L'émotion fut intense, tant en Belgique qu'en Italie. Une commission d'enquête est créée conjointement, par le ministre de l'économie Jean Rey et Léon-Élie Troclet, ministre du Travail, et de la Prévoyance sociale. Elle rédige son rapport d'enquête publié en juin 1957 et l'administration des mines, et la Fédération charbonnière de Belgique lancent, chacune de leur côté, une enquête administrative. La justice commence son enquête, le jour même de la catastrophe. 3 ans après, le procès en première instance débouche sur un acquittement général. En appel, une seule peine est prononcée, celle du directeur des travaux du bois du Casier, Adolphe Calissi, condamné à 6 mois de prison avec 5 ans de sursis et à 2000 francs d'amende. La société anonyme Charbonnage du bois du Casier est condamnée à payer certains frais, et une somme de 3 millions aux héritiers des 2 victimes, ne faisant pas partie de son personnel. Dans leur arrêt, les juges rappellent que l'économie, quelle que soit son importance pour le bien général, ne peut prétendre étouffer les autres valeurs, la vie étant le plus grand bien de tous les biens, et devant être protégée jusqu'aux limites les plus extrêmes. Le site du bois du Casier ferme ses portes 11 ans plus tard, en 1967. Il a depuis été transformé en musée relatif au passé charbonnier de la région. Comme dans toute catastrophe, elles sont nombreuses. Certaines sont anecdotiques, d'autres graves dans la mesure où elles peuvent conduire sur de fausses pistes. La tension des câbles, la tension nominale sur les câbles, était de 525 volts pour les câbles électriques, et de 24 volts pour le câble du téléphone. Le rapport d'enquête ne permet pas de doute à ce sujet. La tension sur les câbles, pour une impédance, électricité, donnée, détermine la valeur du courant de court-circuit. Dans le cas présent, techniquement, c'est la valeur de ce courant qui est primordiale. Les fonctions de Jean Strom étaient bien employées par la firme Lebrun, mais de Liège et non pas de Nîmes, témoignage de F. Lebrun. Le personnel travaillant sous ses ordres était du personnel employé par le bois du Casier, et non pas par la firme Lebrun. Les mineurs foudroyaient le pic à la main. La liste des victimes publiée dans le rapport d'enquête est formelle, un seul est mort sur son lieu de travail. Tous les autres ont été retrouvés souvent bien loin de leur lieu d'affectation. Le premier jour de travail des frères Gonnet, le registre du personnel conservé à l'écomusée régional du centre à bois du Luc donne, comme date d'engagement le 3 juillet 1956, pour Willy et le 4 juillet 1956 pour Michel, les cercueils. Chargés de pierre en lieu et place des cadavres, les corps ont été mis en bière en surface. Pour qu'une telle chose soit possible, il aurait fallu la complicité de tout le personnel de surface, y compris un gendarme de garde. La catastrophe serait en fait due à une explosion de grisou. 2 arguments techniques infirment cette hypothèse. Le premier est que, dans le puits d'entrée d'air, il n'y avait en principe pas de grisou. Le second étant que s'il y avait eu explosion de grisou, Yanetta, au minimum, n'en serait pas sorti indemne. Mais le plus important est évidemment le témoignage de Yanetta lui-même, qui a toujours confirmé l'accident mécanique. L'accident provoqué par une difficulté de langage, les communications entre les 2 principaux protagonistes Mauroy et Yanetta, qui maîtrisaient mal le français, étaient de type non-verbal. C'étaient des simples coups de sonnette, qui prenaient une signification grâce à un code préétabli. Les communications verbales, par téléphone, se faisaient pendant les translations des cages entre Mauroy et Vasseur. Les omissions. Si les rumeurs sont nombreuses, les omissions sont encore plus nombreuses, mais aussi plus insidieuses car ces omissions, volontaires ou pas, peuvent donner un éclairage autre à ce drame. Les explosifs. 5 boutefeux avaient pris des explosifs, le matin du 8 août 1956. Les experts ont établi que tous les explosifs ont été retrouvés et remontés au jour, mais nul ne signale quand et qui a retrouvé ces explosifs. Le treuil de secours. Les puits étaient équipés d'un treuil de secours.
L'administration des mines répondant à une question d'André Grandjean, avocat des parties civiles, en donne les caractéristiques techniques principales. Ce treuil, actionné à la vapeur, pouvait desservir les deux puits. La cagette unique pouvait descendre dans le compartiment du puits malgré la présence du câble de la cage loqué dans ce même compartiment. Le câble de ce treuil de secours faisait 17,5 mm de diamètre et 1200 mètres de longueur utile. La cagette pouvait contenir 3 personnes et un guide, mais sa vitesse de translation était faible. C'est cette faible capacité de transport qui aurait fait renoncer les ingénieurs à se servir de cette cagette. Cet argument n'est que partiellement valable. Entre 9h et 12h les responsables n'avaient que le treuil de secours comme moyen de descente, malgré cela ils l'ont laissé de côté. Après le drame, l'administration des mines rappelle à ses ingénieurs que les câbles des treuils de secours doivent être déroulés régulièrement, même si la chose présente des inconvénients, précise-t-elle. Il est possible que le treuil de secours n'était pas en état de fonctionner le 8 août, soit par défaut mécanique, soit par défaut de savoir-faire de la part du personnel. Les réserves d'eau. Le plan du site mentionne 2 réservoirs d'eau pour une capacité totale de 920 mètres cubes. Pourtant les secours indiquent avoir manqué d'eau. Le responsable de la centrale de secours dut faire appel aux pompiers de la ville de Charleroi pour les approvisionner en eau. Les chambres-abris. Les veines à dégagement instantané devaient être équipées de chambres-abris. C'était le cas à l'étage 1035 mètres. Les abris existants à cet étage étaient pourvus de bonbonnes d'oxygène, témoignage de Dassargues devant la commission d'enquête. Or, à cet étage, il y a eu des explosions inexpliquées. Arrosage des puits. Les responsables du bois du Casier ont toujours affirmé que le 8 août, ils n'avaient pas arrosé le puits dès le début par crainte d'explosion. Pourtant, l'ingénieur du corps des mines Logelin, dans une note du 27 août 1956 adressée à ses supérieurs, propose d'équiper les puits de mines secs, ce qui était le cas à Marcinelle, d'un système d'arrosage systématique en cas d'incendie, en contradiction totale avec les arguments présentés le 8 août. Il existe un autre document, qui anéantit les dires des responsables du bois du Casier. Dans son livre Cours d'exploitation des mines publié en 1885, Julien Hatton de la Goupillière écrit que la chute de l'eau en forme de pluie constitue un moyen efficace d'aérage. On doit restreindre aujourd'hui le rôle efficace de cette méthode au cas d'un sauvetage. Mais elle peut alors rendre de très réels services. Il est bon dans ce but de préparer à l'avance un bassin de retenue, afin de n'avoir qu'un robinet à ouvrir, lorsque les appareils ordinaires sont mis en service par le feu. On déterminera par là en un instant, une pluie artificielle qui entraînera dans les travaux, un courant d'air bienfaisant. En fait, la proposition de Logelin ne fait que reprendre la méthode recommandée par Hatton de la Goupillière 71 ans auparavant. Séparation des cages. La séparation des cages a commencé à 10 heures, et a nécessité 2 heures de travail. La solution consistant à couper le câble de la cage accidentée au moyen d'un chalumeau oxycoupeur, a cependant été ignorée par les responsables. La chose est d'autant plus incompréhensible que dans le passé, le bois du Casier avait demandé et obtenu des dérogations successives pour pouvoir employer cet appareil dans le puits d'entrée d'air. Assurance. Le charbonnage était assuré auprès d'un consortium de 3 compagnies. Le contrat avait été signé le 19 juillet 1956, soit seulement 21 jours avant la catastrophe. Toute la problématique inhérente aux dégâts matériels, et donc aux assurances, a été complètement ignorée. Les diagrammes décordés. La machine du puits a été équipée d'un enregistreur graphique, Rockel. Le Rockel traçait sur une feuille de papier quadrillé les montées et descentes d'une cage, celle du pied, c'est-à-dire la cage occupant le compartiment et du puits. Le magistrat instructeur Castelin avait compris l'importance de ce graphique, et l'avait mis sous séquestre avec l'appareil enregistreur, lui-même en date du 9 août 1956. Étrangement, cette pièce à conviction, donc secrète, a été d'un côté ignorée de tous et d'un autre côté publiée en page 74 du rapport d'enquête. Comment est-il possible que le seul témoignage certain en ce qui concerne la chronologie des faits ait été tout bonnement mis de côté? Pour la machine du puits 2, la chose est encore plus opaque. Le machiniste Gouvard, devant la commission d'enquête, dit qu'il n'y avait pas de Rockel sur sa machine. Par contre, le magistrat instructeur
rédige un procès-verbal de descente en date du 17 août 1956 qui stipule « Nous nous rendons dans la salle des machines du puits de retour d'air, et saisissons la bande enregistreuse du mouvement de la machine, ainsi que l'appareil enregistreur lui-même. » La pièce No 196 du dossier d'instruction stipule que les deux roquels ont été remis aux responsables de charbonnage. Nous savons maintenant que le second diagramme décordé existe bel et bien dans le dossier judiciaire conservé aux archives de l'État à Liège, alors que Gouvard a toujours nié son existence. Pourquoi Gouvard a nié l'évidence, alors qu'il n'était en rien impliqué dans l'accident survenu dans l'autre puits? L'analyse de ce document répond en grande partie à cette question. La remontée de la cage. La version officielle affirme que la cage a remonté avec les deux wagonnets dépassant de chaque côté. Il y a une incohérence de taille dans cette affirmation, car il n'y avait pas de place pour deux wagonnets dans le compartiment la cage. La cage mesurait 1,56 m, et les wagonnets 1,35 m. La figure 17 du rapport d'enquête le confirme. Quand la cage a remonté, le wagonnet plein n'était 80 cm hors de la cage, et 55 cm à l'intérieur de la cage. Le centre de gravité de ce wagonnet est ailleurs de la cage. Un seul train de roue de ce wagonnet posait sur la cage, l'autre train de roue était 0,35 m hors de la cage. Ce wagonnet aurait donc dû basculer vers l'arrière et sortir de la cage. Après l'accident, ce wagonnet a été retrouvé plein, miraculeusement à sa place dans la cage, témoignage de Brûlé-René PV No 5784. À ce jour, aucune explication rationnelle n'a été fournie à ce sujet. Vossor. Le point clé dans cette affaire est la présence de Vossor à l'envoyage de 975 mètres lors de l'encagement fatal par Iannetta. Iannetta a toujours affirmé que c'est Vossor qui l'avait autorisé à charger les wagonnets. Mais aucune confirmation n'est possible, Iannetta étant seul témoin. Il y avait pourtant un élément matériel qui aurait pu confirmer les dires de Iannetta à ce sujet. En effet, si Vossor était présent à son poste de travail au moment de l'accident, il a immanquablement été arrosé par l'huile giclant de la tuyauterie éventrée. Les vêtements de Vossor auraient donc été imbibés d'huile. Quand le cadavre de Vossor a été retrouvé, personne n'a songé à vérifier le seul élément matériel qui aurait permis de tirer la chose au clair, la présence d'huile sur les vêtements de Vossor. Cette analyse est confirmée par le témoignage de Van Valsem-Louis, qui déclare au sujet d'un précédent incident en 1952, « Presque aussitôt j'ai vu l'huile de la tuyauterie qui s'échappait à flot, et se déversait dans le puits, j'ai eu mes vêtements remplis d'huile. » Encagement abusif. Oscar Mauroy a témoigné le 12 septembre 1956 devant le magistrat instructeur, que dans le passé, Iannetta avait déjà chargé la cage abusivement. Or, en mode cage libre, la cage que Iannetta avait la possibilité matérielle de charger sans en avoir l'autorisation, ne remontait plus à la surface et donc Mauroy ne pouvait, en aucun cas, le voir. La remontée de la cage. La version officielle affirme que la cage a remonté avec les deux wagonnets dépassant de chaque côté. Il y a une incohérence de taille dans cette affirmation, car il n'y avait pas de place pour deux wagonnets dans le compartiment la cage. La cage mesurait 1,56 m, et les wagonnets 1,35 m. La figure 17 du rapport d'enquête le confirme. Quand la cage a remonté, le wagonnet plein n'était 80 cm hors de la cage, et 55 cm à l'intérieur de la cage. Le centre de gravité de ce wagonnet est ailleurs de la cage. Un seul train de roue de ce wagonnet posait sur la cage, l'autre train de roue était 0,35 m hors de la cage. Ce wagonnet aurait donc dû basculer vers l'arrière et sortir de la cage. Après l'accident, ce wagonnet a été retrouvé plein, miraculeusement à sa place dans la cage, témoignage de Brûlé-René PV No 5784. À ce jour, aucune explication rationnelle n'a été fournie à ce sujet. Vossor. Le point clé dans cette affaire est la présence de Vossor à l'envoyage de 975 mètres lors de l'encagement fatal par Iannetta. Iannetta a toujours affirmé que c'est Vossor qui l'avait autorisé à charger les wagonnets. Mais aucune confirmation n'est possible, Iannetta étant seul témoin. Il y avait pourtant un élément matériel qui aurait pu confirmer les dires de Iannetta à ce sujet. En effet, si Vossor était présent à son poste de travail au moment de l'accident, il a immanquablement été arrosé par l'huile giclant de la tuyauterie éventrée. Les vêtements de Vossor auraient donc été imbibés d'huile. Quand le cadavre de Vossor a été retrouvé, personne n'a songé à vérifier le seul élément matériel
qui aurait permis de tirer la chose au clair, la présence d'huile sur les vêtements de Vaussor. Cette analyse est confirmée par le témoignage de Van Valsemouy, qui déclare au sujet d'un précédent incident en 1952, « Presque aussitôt j'ai vu l'huile de la tuyauterie qui s'échappait à flot, et se déversait dans le puits, j'ai eu mes vêtements remplis d'huile. » Engagement abusif. Oscar Mauroy a témoigné le 12 septembre 1956 devant le magistrat instructeur, que dans le passé, Giannetta avait déjà chargé la cage abusivement. Or, en mode cage libre, la cage que Giannetta avait la possibilité matérielle de charger sans en avoir l'autorisation, ne remontait plus à la surface et donc Mauroy ne pouvait, en aucun cas, le voir. Mauroy précise la première cage du comble, est effectivement remontée vide, mais la seconde est remontée avec 3 ou 4 chariots pleins. Le surveillant Gilson a d'ailleurs déjà été antérieurement témoin de pareils incidents. Ce qui est sidérant ce n'est pas que Mauroy ait raconté des bêtises, ou mensonges, mais que des ingénieurs de premier plan ne s'en soient pas rendus compte. Ou s'ils s'en étaient rendus compte, ils les ont eus. La chose est d'autant plus grave, que l'audition a été faite en présence des experts de Noël, Guérin, Tison et Decaux comme stipulé par ce PV d'audition absence. Un des facteurs qui a contribué au drame est le fait que Calici s'est retrouvé seul le matin du 8 août. Il y avait bien son adjoint Vauquen, mais celui-ci n'avait que 2 mois d'ancienneté et était encore stagiaire. L'absence de 3 personnes est à relever. Gibosh Coles était le directeur de la centrale de sauvetage. Appelé à 10h10, il n'arrivera sur place vers Diagiva soit 10 minutes après l'appel, mais plus de 2 heures après le début du drame, alors que la centrale de sauvetage était à peine distante d'1,5 km. Au procès il témoignera que « la situation était déjà dramatique à mon arrivée. Toutefois aucune charge ne sera retenue contre lui. » P. Dassargues était l'ingénieur des mines, qui était présent au bois du Casier le 8 août. Lui aussi était encore stagiaire. Vers 9h il quitte le charbonnage pendant 45 minutes, pour aller chercher son supérieur qui n'avait pas de voiture ce jour-là. Dassargues sera inculpé pour cette absence, mais sera acquitté. Jacquemin était le directeur gérant du siège, lui aussi était absent ce matin-là. Personne ne sait où il se trouvait. Lors de sa déposition devant la commission d'enquête, Jacquemin dit qu'il était arrivé au charbonnage à 7h, mais l'avait quitté de 7h45 à 13h30 pour une commission. Il ne donne aucune explication au sujet de son absence et personne ne lui en demande, ce qui a valu une inculpation pour Dassargues, a été totalement passé sous silence pour Jacquemin. Il sera toutefois inculpé pour d'autres motifs, lui aussi sera acquitté.